Je tiens d'abord à préciser contractuellement, j'avais 30 minutes. Euh, voilà. Voilà, je vais essayer que cette dernière intervention ne soit pas trop pénible. Malheureusement, elle sera assez théorique, on ne se refait pas, je suis vraiment désolé. Mais donc ce qui m'était demandé était de tracer des perspectives d'avenir pour la médiation, et j'aurais bien été en peine de faire autrement qu'au départ de ce sur quoi je travaille actuellement, c'est-à-dire les questions de mobilité. On y viendra, même si pour l'instant je suppose que ça vous semble assez nébuleux. Le point de départ, puisqu'on on est parti du titre La médiation pénale en fin adulte, le point de départ est justement de se demander si la médiation pénale est devenue adulte. Et voilà, la médiation, après une enfance associative, pourrait-on dire, puisque les racines de la médiation se trouvent dans des mouvements plutôt associatifs, beaucoup plus que dans des médiations instituées par l'État. Une adolescence en institution, notamment dans le cadre des maisons de justice. On peut se demander si aujourd'hui la médiation pénale est toujours révolutionnaire, si tant est qu'elle l'ait jamais été, ou si au contraire elle ne serait pas l'expression d'une idéologie dominante aujourd'hui que nous ne pourrions pas voir parce que nous n'avons pas adopté le bon point de vue. Alors, je tiens à préciser tout de suite que je ne vais pas parler de vos pratiques, mais plutôt des discours, ou de ce qui sous-tend les discours sur la médiation, et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle autant de la médiation et qu'elle a l'air d'intéresser autant de gens. Alors, de quoi est-ce que je pars? Je pars de ma recherche doctorale qui portait sur la médiation pénale et qui interrogeait son rapport à ses idéaux fondateurs, et du travail que je mène actuellement avec un sociologue des mobilités, Bertrand Montulet, qui vise à comprendre le rôle du paradigme de la mobilité dans les légitimités contemporaines. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien compris, je suis là pour vous expliquer. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de démolir ce que j'avais fait dans le cadre de ma thèse. Donc, c'est un petit jeu auquel on s'amuse parfois quand on est chercheur. C'est-à-dire que finalement, c'était peut-être pas le bon point de vue. Il était, vous allez me dire, un peu temps de se rendre compte, puisque ma thèse a été défendue en 2006, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans le cadre de ma thèse, j'identifiais 3 idéaux fondateurs de la médiation, et donc, entendons-nous bien tout de suite, il s'agit des idéaux qui ont fondé et présidé au développement de la médiation pénale belge. Vous allez assez vite comprendre. Premier idéal, l'idéal de médiation, qui pose la question du processus. Comment est-ce qu'on s'y prend pour régler un conflit, et qui est fondé sur la critique des processus adjudicatoires, c'est-à-dire des processus judiciaires ordinaires qui se concluent normalement par l'adjudication, on dit qui a tort et qui a raison. Et cette critique porte notamment sur la place que la loi y occupe et sur une critique très importante qui est la critique de confiscation du litige. Vous connaissez tous ça, c'est cette critique qui consiste à dire que l'État, par le biais du système judiciaire, confisque leurs litiges aux parties et les empêche, si tant est qu'elles aient voulu le régler en tout cas, de pouvoir le faire. Évidemment, ce que la médiation propose, c'est la restitution du conflit aux parties, leur empowerment, comme on dit, donc leur mise en situation, leur renforcement, jusqu'à ce qu'elles puissent régler elles-mêmes leur conflit. La satisfaction des justiciables, bien entendu, puisqu'on est bien d'accord pour dire que c'est l'accord des parties au terme de la médiation qui signera le fait qu'il y a un aboutissement ou non. L'idée de l'établissement d'une normativité ad hoc, c'est-à-dire que finalement la loi pénale là-dedans ce n'est plus tellement intéressant, et ce qui compte avant tout, c'est de comprendre comment les parties vivent et lisent leurs litiges et comment elles entendent le régler. Comment est-ce qu'elles vont s'arranger pour que ça ne se reproduise plus, qu'est-ce qu'elles vont faire pour réparer, etc. En gros, deux idéaux, enfin, 2 sous-idéaux si on veut. Un qui est un idéal connexionniste, qui dit que finalement le conflit est un problème de communication. Et la solution au conflit, c'est le rétablissement de la communication, et c'est à ça que sert le médiateur. Et d'autre part, le consensualisme, c'est-à-dire que finalement, on ne sort d'un conflit que par un consensus, et pas par l'imposition d'une solution par un tiers. Vous voyez, rien que de très classique. L'idéal de réparation est le deuxième idéal qui me semble important pour comprendre la médiation pénale aujourd'hui, et lui s'intéresse à la question téléologique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on intervient, à quelle fin. Le fondement de cela, c'est évidemment une critique des systèmes rétributifs et réhabilitatifs. Rétributif, c'est la punition, et réhabilitatif, c'est tout ce qui serait protectionnel ou défense sociale. Avec une critique très foisonnante sur la barbarie du système, son inefficacité, la déconnexion des intérêts des victimes, etc. Et donc, en fait, une critique des objectifs en disant « mais à quoi bon punir? À quoi bon essayer de soigner les gens
ça ne fonctionne pas, c'est violent, c'est inutile, ce n'est pas ce que les gens demandent, etc. Ce que propose la justice réparatrice, c'est de passer du couple infraction donc peine, ou du couple danger donc mesure, à un couple dommage donc réparation. À ce moment-là, on est évidemment dans une toute autre perspective, où ce qui pose problème, c'est le dommage subi par la victime, et où l'objectif de l'intervention est la réparation, et rien d'autre. Finalement, que la réparation soit lourde ou légère, qu'importe, tant que la victime est réparée. Avec évidemment ici des critères comme la satisfaction de la victime, qui est centrale. Vous remarquerez qu'ici, il ne s'agit plus de satisfaction des parties, mais de satisfaction de la victime, ce qui est logique dans une approche restauratrice. L'idée aussi d'une issue positive au conflit, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir du conflit par l'infliction d'une nouvelle douleur, d'un nouveau problème finalement, on va sortir par une résolution, mais une vraie résolution du conflit. Très important dans ce cadre-là, l'analogie entre le dommage et la réparation, et cette idée que finalement, quand on peut calibrer la réparation en fonction du dommage précis qui a été subi, on répare mieux que quand simplement on alloue une somme d'argent, quel qu'ait été le dommage subi par la victime. Troisième idéal, dont on a entendu parler aujourd'hui par quelques personnes, l'idéal de fluidité. C'est un idéal systémique ou organisationnel. La justice, c'est une organisation, c'est un système, c'est une administration qui est face à des défis organisationnels importants. Et donc, très souvent, la manière dont on justifie la médiation, c'est aussi en disant la médiation est rapide et elle satisfait les parties, elle satisfait les clients. Elle est efficiente parce qu'en fait, avec peu de moyens, on arrive à faire beaucoup de justice. Remarquons que ce discours est essentiellement porté par des acteurs extérieurs à la médiation pénale et que je connais très peu, voire pas du tout, d'assistants de justice, j'allais dire assistants de médiation, d'assistants de justice qui prétendent que la médiation pénale a une vocation à gérer un large flux de dossiers et qu'en tout cas, elle est une solution au problème d'engorgement de la justice actuelle. Il n'en demeure pas moins que dans les discours qui nous expliquent pourquoi la médiation est bonne, on retrouve ces trois éléments. Idéal de médiation, idéal de réparation, idéal de fluidité. Alors évidemment, c'est révolutionnaire ça, puisqu'on a là trois ruptures majeures, quant au mode de résolution, quant aux objectifs de l'intervention, et quant aux institutions qui interviennent dans les litiges. Donc forcément, là, on se dit, devant ce tableau, oui, la médiation pénale est révolutionnaire. En fait, elle est révolutionnaire du point de vue du système répressif. Mais on pourrait se demander si c'est le bon point de vue. C'est-à-dire, est-ce que, si on change de point de vue, on ne se rendra pas compte, tout compte fait, que la médiation pénale est l'incarnation d'un discours aujourd'hui largement dominant, qui s'incarne dans beaucoup de secteurs, et notamment en matière de justice pénale, par le biais de la médiation pénale. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire que je vais essayer de démonter, je viens de vous montrer que la médiation pénale était révolutionnaire, je vais essayer de vous montrer qu'elle ne l'est pas. On s'amuse avec ce qu'on peut. La proposition que je vais vous faire, évidemment, c'est de passer par les travaux que je mène actuellement, qui portent sur l'idéologie mobilitaire, pas de panique, on y arrive. Alors il s'agit donc de décrire autrement la médiation pénale, et je vais vous proposer une autre manière de la décrire, dont j'espère que vous allez vous dire « Ah oui, tiens, ça colle vachement bien », et dont on verra après que finalement, elle ressortit un discours qui est assez largement dominant. Flux et trajectoire. À mon sens, si je devais décrire la médiation, je pourrais le faire en disant que la médiation est une question de décloisonnement, en fait. Elle décloisonne plein de choses. Par exemple, elle décloisonne assez fortement la distinction entre légalité et illégalité. Les parties, quand elles sont au contact, en quelque sorte, dans le cadre de la médiation, se soucient finalement assez peu des éléments constitutifs de l'infraction qui les a amenés là, se soucient assez peu de savoir si la peine qu'ils encourraient s'ils étaient poursuivis est de 3 mois à 5 ans ou de 5 ans à 10 ans. C'est pas ça la question finalement. La question est davantage celle de leur conflit. Et un conflit, comme on le sait, eh bien, parfois on en vient aux mains, parfois on n'en vient pas aux mains, ça n'en reste pas moins un conflit. Pour le peu que j'ai pu apprécier la procédure au travers d'observations, il m'a semblé que bien souvent les parties s'en fichaient pas mal de la formalisation juridique, de la différence entre ce qui était légal et illégal, mais étaient très intéressées par leur conflit. Et là-dedans, la médiation n'est qu'un épisode. Mais on peut finalement aligner les décloisonnements. Les compétences, par exemple. La stricte séparation
de la procédure pénale entre ça c'est à toi, ça c'est à moi je suis compétent pour ces questions, toi tu es compétent pour ces questions, cède assez largement dans le cadre de la médiation pénale, et il n'y a qu'à voir la façon dont peuvent se mettre en place des allers-retours entre les assistants de justice et le procureur pour se rendre compte qu'en fait on n'est pas dans une stricte séparation du genre occupe-toi de ce qui te regarde, je m'occupe de ce qui me regarde, mais davantage dans une cogestion où finalement l'assistant de justice fait des suggestions, le ministère public modifie éventuellement ses demandes initiales, etc. Et donc on est davantage dans un dialogue que dans un cloisonnement strict. On pourrait dire la même chose des rôles auteurs-victimes, on en a parlé tout à l'heure dans un des ateliers, et on peut assister dans certains cas à de vraies renégociations de la séparation entre les rôles auteurs et victimes. On pourrait dire la même chose d'innocence-culpabilité, ou même de la différence entre le civil et le répressif. Est-ce que la médiation pénale, c'est strictement du pénal? Pas vraiment, puisqu'on n'infligera pas de peine. Est-ce que ce n'est que du civil? Pas vraiment non plus, puisqu'on va éteindre l'action publique. Donc voilà, pour moi, la médiation pénale est une procédure décloisonnante. C'est aussi une procédure qui agit selon une temporalité particulière, qui est la temporalité que j'appellerais du cheminement. Il n'y a pas de phase claire. On rentre en médiation, on ne sait pas pour combien de temps on en aura. Certains dossiers durent très longtemps sur des broutilles, enfin ce qui semblerait au départ être des broutilles. D'autres sont réglés très rapidement. Dans certains cas, il y a rencontre, dans d'autres pas. Dans certains cas, il y a un échec très rapidement, dans d'autres pas. C'est impossible à prévoir. Il n'y a pas de phase claire, il n'y a pas de durée préétablie. Il y a aussi souvent une exécution de l'accord au-delà de la saisine des autorités. Une fois que l'accord de médiation est passé, les parties vont souvent le respecter, mais le jour où elles sont sûres qu'il y a extinction de l'action publique, elles ne vont pas recommencer à se taper dessus. Elles continuent d'exécuter l'accord finalement. En tout cas, idéalement, c'est ce qu'on attend d'elles. Il n'y a évidemment pas de normes prédéfinies, il n'y a pas non plus de jurisprudence. Donc on est dans une temporalité du cheminement où chaque dossier fait son chemin, qui est un chemin particulier, et pas du tout dans l'esprit de la scansion, du chemin de croix qu'est la procédure pénale classique, où il y a une série d'étapes jusqu'à l'exécution de la peine. C'est donc une question de trajectoire, finalement, cette médiation, avec des inflexions variables, des trajectoires du conflit et des parties elles-mêmes, et un processus continu de maturation et d'évolution. Et par exemple, quand on pose au médiateur la question de est-ce qu'il faut intervenir vite ou est-ce qu'il faut laisser du temps, la plupart des médiateurs disent « mais je serais bien incapable de vous le dire de prime abord ». Dans certains cas, des victimes m'ont dit « heureusement que vous n'êtes pas venu me trouver dans les 2 mois parce que j'étais tellement effondré que je n'aurais pas pu gérer ». Dans d'autres cas, des victimes sont venues me dire « mais pourquoi n'êtes-vous pas venu il y a 3 mois, maintenant vous savez c'est tellement loin, je m'en fiche ». Et donc voilà, une procédure de médiation basée sur ce que j'appellerais des flux et des trajectoires. Par ailleurs, c'est une procédure qui fait la part belle, me semble-t-il, à une série de, ce que je vais appeler pour l'instant des mots-clés, on verra plus tard quel statut leur donner. L'activité est centrale dans le cadre de la procédure. Parce qu'en fait, rien ne se passe que du fait de l'activité des acteurs en présence. Il y a bien entendu l'assistant de justice, mais on n'imagine pas une médiation qui arrive à sa conclusion sans une activité réelle des parties, auxquelles on ne demande pas de s'asseoir sur un banc, d'attendre que les grands aient fini de gérer le conflit, et pour leur annoncer quel est le verdict. Quand vous allez dans un procès correctionnel, si on passe la parole au prévenu, vous verrez que la plupart du temps, l'avocat est assez livide et se dit « j'espère qu'il ne veut pas dire n'importe quoi ». Dans ce cadre-ci, évidemment, c'est le paradigme inverse. On attend des justiciables, non pas qu'ils disent n'importe quoi, mais en tout cas au moins qu'ils disent quelque chose. Par ailleurs, cette idée d'activité est très présente aussi dans toute cette idée que la médiation va permettre d'accroître les capacités de traitement du système judiciaire. C'est aussi très présent dans la managérialisation et la centralité de la mesure de la charge de travail dans la gestion de la médiation en tant que procédure par les maisons de justice elles-mêmes. Et aussi, il faut quand même le relever, dans bien des cas, les solutions réparatrices sont fondées sur l'activité même des parties. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire un virement. Très souvent, ce qu'on attend des parties, c'est qu'elles fassent des choses. Qu'elles fassent un geste, parfois ça suffit, qu'elles présentent des excuses, qu'elles écrivent une lettre, ça peut suffire. Mais donc c'est bien une activité qui est attendue. Ce qui est évidemment tout à fait opposé à l'idée de privation qui est centrale dans la justice pénale classique, privation de liberté, privation de moyens économiques.
Un deuxième mot-clé qu'on pourrait relever, c'est celui d'activation. Parce qu'en fait, ce qu'on attend des justiciables, c'est une implication non mécanique. On ne demande pas au justiciable de faire ce qu'on lui demande de faire. Non, non. On lui demande ce qu'il propose. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider la victime? Et vous, qu'est-ce que vous attendez de votre auteur? Comment est-ce qu'on pourrait? Comment pourriez-vous collaborer à? Donc, ce qu'on en attend des parties, c'est une initiative. C'est donc de prendre elles-mêmes en main leur conflit. Le médiateur, dans ce cadre-là, est un facilitateur. Et souvent, les solutions réparatrices elles-mêmes ressortissent à l'activation des individus. Et là, on a tout le discours, notamment sur les travaux d'intérêt général, qui nous disent, oui, mais c'est bien parce qu'en fait, ça aide les justiciables à se reprendre en main, à retrouver un certain rythme, des choses du genre. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que les maisons de justice elles-mêmes sont très largement dans des processus d'activation, puisque ça fait 20 ans qu'elles prennent leur bâton de pèlerin pour visiter et revisiter et les magistrats et les services extérieurs, et pour essayer de faire soit progresser la demande, soit au moins de la maintenir. Et ça aussi, c'est une initiative parce que ça n'est écrit nulle part. A priori, il n'est pas écrit dans l'article 216 ter, les maisons de justice iront démarcher les procureurs pour obtenir des dossiers. Et elles le font. Participation, là je pense que tout le monde est ici assez convaincu que la médiation pénale est placée sous le signe de la participation. Il y a une forte logique de partenariat, et notamment entre les parties, ce qu'on pourrait opposer à ce que, pour utiliser un gros mot, j'appellerais un adversariat judiciaire. C'est très moche, mais finalement ça dit bien ce que ça veut dire. Dans le cadre de la médiation, l'idéal est que les parties cessent d'être des adversaires pour devenir des partenaires d'une solution de leur litige. C'est une thématique qui est très présente. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à obtenir pour un assistant de justice, mais en attendant, c'est là que beaucoup de choses se jouent. La participation est impérative de toute façon, puisque rien ne peut se décider sans les parties. En tout cas, si on est bien dans l'idée de la médiation, il ne s'agit pas de prendre une décision à côté d'elles, mais donc en les faisant participer. Procéduralement même, il s'agit d'une co-construction participative du parcours d'un dossier. C'est bien la coopération du parquet, de la maison de justice, éventuellement de services extérieurs, qui va permettre la gestion d'un dossier. Et on n'est pas dans une séquence où les intervenants se succèdent et ajoutent chacun leur petite couche. On est vraiment, à mon sens, dans une participation, dans une co-construction. On a aussi évidemment la récurrence de la thématique de la participation de la communauté dans les questions de médiation. On ne va pas s'étendre dessus. Personne n'a jamais exactement compris de quoi il était question, ni comment on pouvait bien faire, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'interrogation est présente. Dernier mot-clé, c'est le mot-clé d'adaptation. D'abord, il y a une adaptation du registre normatif. Ce que je veux dire par là, c'est que une médiation n'est pas l'autre. De nouveau, dans un des ateliers de cet après-midi, quelqu'un dit « mais en fait, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer. » Et une partie n'est pas l'autre, un conflit n'est pas l'autre, et c'est pas en lisant le dossier qu'on va le savoir, finalement. Et donc, ça veut dire que c'est un système dans lequel l'assistant de justice, le premier déjà, doit s'adapter aux gens qu'il a en face. Est-ce que ma victime est terrorisée ou pas? Est-ce que l'auteur est a priori coopératif ou pas? Est-ce qu'il est dans une attitude extrêmement rationnelle ou extrêmement émotive, etc. Voilà. Donc une nécessité d'adaptation et aussi une adaptation des normes. Dans un cas, des excuses simples suffiront. Dans un autre, il va y avoir tout un processus beaucoup plus long, avec des exigences beaucoup plus complexes. Je me souviens d'un exemple où une victime avait demandé à l'auteur de lui faire des cassettes avec la musique qu'il aimait bien. Eh bien, s'il y a bien là un exemple d'adaptation où l'assistant de justice, et finalement la manière dont on va régler le litige, doit s'adapter à des circonstances particulières, il me semble que c'est celui-là. Il y a aussi évidemment la nécessaire adaptation de chaque partie à son partenaire, ou à son adversaire, mais on préférerait partenaire. Parce qu'évidemment, selon que votre victime sera vindicative ou pas, vous aurez plus de chance ou pas, ou vous devrez plus faire preuve de douceur, ou faire plus preuve de fermeté. Voilà. Donc, idéalement, en tout cas, les parties dans la médiation doivent être capables d'adaptation. Sans compter qu'il faudra adapter leurs demandes et leurs besoins, leurs possibilités, adapter les possibilités de paiement, les possibilités de service, etc., etc. Sur cette base-là, je pense qu'on peut comprendre autrement la médiation pénale, et on arrive dans la partie la plus pénible.
Je veux dire pour vous. Hein. Il me semble que ceci peut être lu au travers d'une question de rapport à l'espace-temps. Alors on est tout de suite dans la science-fiction. Mais comme je travaille sur les questions de mobilité, c'est logique que je parle d'espace et que je parle de temps. Et dans le cadre des travaux que je mène avec Bertrand Montulet, nous faisons la proposition que notre rapport à l'espace et au temps se modifie. En tout cas, est en voie de modification avancée, c'est-à-dire que nous ne considérons plus les choses de la même manière. Rappelez-vous comment je parlais de la médiation au début, en disant que c'était une question de flux et de trajectoire. Et donc ce temps comme flux, c'est l'idée que le temps n'est pas une succession de phases très clairement définies. Par exemple, maintenant la police a transmis le dossier, c'est plus la police. Maintenant le ministère public a saisi un juge d'instruction, c'est plus le ministère public qui s'en charge. Maintenant le juge d'instruction, etc. Donc on n'est plus dans cette idée que c'est une succession de phases, mais bien dans l'idée que le temps est un flux, une érosion permanente, un passage progressif d'une phase à l'autre, et donc nécessairement, on ne peut pas identifier le moment où c'est le temps du médiateur, le temps du procureur, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus flou. Et il me semble que la médiation pénale correspond assez bien à cela. Dans ce cadre-là, l'espace, c'est une continuité, mais l'espace, ce n'est pas nécessairement une dimension physique, finalement. Quand on parle de mobilité sociale, on ne parle pas des gens qui sortent de chez eux pour aller déménager à 20 km de là. Ce n'est pas ça, c'est une mobilité dans l'espace social. On connaît assez bien, en tout cas, quand on est chercheur en sciences sociales, l'idée de l'espace social, mais en fait, cette question de l'espace peut se penser autrement, on peut imaginer tout à fait, réfléchir avec les mêmes catégories, la question des compétences des différentes institutions. Les compétences des différents intervenants sont comme des espaces clos, avec des frontières, et non, ça m'appartient, ça t'appartient. Donc quand tu fais ça, tu empiètes sur mes compétences. C'est un excès, un débordement. Et donc il me semble que l'espace aujourd'hui est de plus en plus vécu non pas comme un ensemble de systèmes de frontières, mais comme une sorte de continuité avec des interpénétrations. Pensons un peu à ce que l'Europe fait des frontières nationales, où par exemple un service de police peut poursuivre un malfaiteur au-delà des frontières. Avant, ça s'appelait un casus belli et ça se réglait à coups de canon. Aujourd'hui, c'est considéré comme normal. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, ce qui se passe là, c'est que nous avons un vécu différent et une conception différente de l'espace, où finalement on se dit, d'un côté, de l'autre, de la frontière, c'est pas tellement important. Réfléchissons, par exemple, à des questions comme toute cette problématique de la séparation des pouvoirs, où de plus en plus, finalement, on fait de chacun des intervenants de la procédure judiciaire quelqu'un qui touche un peu à tout, en permettant, via un PV simplifié à la police, de quelque part déjà faire du classement sans suite, en disant du ministère public qu'il est quand même le premier juge de l'affaire, puisqu'il peut classer sans suite, en permettant à des magistrats, en réglant l'exécution de la peine, finalement, d'empiéter sur ce qui était traditionnellement du domaine de l'exécutif. Et donc voilà. C'est cette idée-là, il me semble que la médiation pénale est assez à l'aise dans cette façon de voir le rapport à l'espace-temps. Mais comment est-ce qu'on bouge dans cet espace-temps-là? Si on considère de manière très simple que la mobilité, c'est un déplacement dans l'espace au cours du temps, quand tout change en permanence, puisque le temps est un flux qui érode tout, quand il n'y a plus de frontières claires, en fait, vous bougez tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'immobilité possible, vous ne pouvez plus dire « Ah là, je suis chez moi ». Maintenant, je rentre dans ma maison de justice et j'attends. Et s'il n'y a pas de dossier qui arrive, il n'y a pas de dossier qui arrive, c'est comme ça. C'est tant pis. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire avant. On était dans une administration, au bout d'un couloir, et on n'avait pas de dossier qui arrive, et on disait c'est bien, parce que ça me permet de faire mes mots fléchés toute la journée, et voilà, on n'avait pas de compte à rendre. On n'est plus dans cette logique-là, me semble-t-il, et ici, me semble-t-il, dans le cadre de l'imaginaire qui nous occupe, on est face à ce qu'on pourrait appeler une mobilité irrépressible. Et de l'irrépressible à l'obligatoire, il n'y a qu'un pas, et je pense que c'est celui que nous avons franchi. Au sens où, me semble-t-il, activité, activation, participation et adaptation ne sont pas seulement des mots-clés, ce sont des impératifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être actif. L'impératif d'activité est permanent, et cette activité doit être quelconque. Prenons ni l'exemple qui nous tombe sous la main, de stigmatisation de tous ces inactifs, de ces assistés, de ces gens qui ne bougent pas, de ces partis qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, de ces chômeurs qui restent toute la journée devant leur écran plat, de ces innombrables paresseux. Cette stigmatisation-là est la stigmatisation, à mon sens,
de l'inactivité. Même les institutions doivent être actives en permanence, elles doivent même être hyperactives. L'idéal, évidemment, c'est d'être surchargé. Là, au moins, on est sûr qu'on est légitime, puisqu'on est tellement actif que bientôt on va crever. L'activation, c'est donc être au principe de son propre mouvement. Autonomie, initiative, proactivité, ce sont toutes des choses qui nous parlent et qui ont évidemment ce volet positif, qui sont la promotion d'une autonomie, de la prise en main de soi, mais c'est bien entendu aussi l'activation des allocataires sociaux, des demandeurs d'emploi auxquels on demande de faire la preuve en permanence qu'ils sont sur la balle, qu'ils cherchent. On sait qu'ils ne trouveront pas, en tout cas il y a des zones dans lesquelles on sait bien qu'ils ne trouveront pas, mais ils cherchent. Et là est la vertu, l'activation est un impératif en soi. Le suivre, c'est bien, même si ça ne sert à rien. La participation est aussi un impératif aujourd'hui. Il suffit de sortir que votre procédure est participative pour que tout de suite votre projet soit formidable. Et donc c'est l'idée de l'implication dans des projets temporaires et collectifs. Il faut faire du management participatif, de la justice participative, de la démocratie participative, de l'éducation participative à l'école, de la pédagogie participative. Il faut participer, c'est très bien. L'adaptation, c'est le quatrième impératif, c'est une exigence finalement d'adaptation permanente et en fait de flexibilité. Et alors là, je ne dois pas vous faire un dessin, la flexibilité est formidable aujourd'hui, elle est une vertu en soi, elle est la clé de notre bonheur et on vous rabâchera à longueur d'année que vous n'êtes pas assez flexible, que votre organisation n'est pas assez flexible, que la norme n'est pas assez flexible, que vos procédures ne sont pas assez flexibles, etc. En fait, ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est que ces 4 mots-clés où on pouvait se dire, tiens, finalement, ça correspond assez bien à la médiation, ça me semble ressortir d'un discours idéologique, c'est pas un gros mot idéologique, c'est une vision impérative du monde, en quelque sorte, un discours idéologique qui connaît de très nombreuses déclinaisons, en matière d'emploi et d'aide sociale, par exemple, de famille et d'activité. Tous les discours sur la recomposition familiale, etc., est extraordinairement imprégné de ces idées d'autonomisation, de responsabilisation, de dilution des frontières, etc. En matière de sciences, oui, 2 minutes, en matière de sciences, alors voilà, mon parcours en est l'exemple, l'interdisciplinarité, etc. En matière de management, de rapport à l'espace physique, d'identité nationale, sexuée, même la prison. Je travaille actuellement sur les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire, la loi de principe sur le statut juridique interne des détenus, qui est remplie d'appels à la mobilité, à l'émancipation, à l'ouverture des murs, etc. C'est très frappant de voir que même la prison, l'immobilisation par excellence, est justifiée en large partie par des appels à la mobilité. Mais la justice alors ? Eh bien la justice, c'est ça la question. Finalement, en se disant que la médiation pénale est révolutionnaire, est-ce qu'on n'adopte pas trop le point de vue de ce dernier carré de résistants qui ne s'est pas encore rendu à l'idéologie mobilitaire telle que je la nomme? Et est-ce qu'en fait notre regard n'est pas biaisé en se disant, mais puisque nous sommes des intrus dans la maison de la justice, nous sommes alors les porteurs de la révolution, sans se rendre compte qu'à l'extérieur, tout le monde a déjà rendu les armes et que finalement l'idéologie mobilitaire est largement au pouvoir. J'imagine ce soldat japonais qu'on retrouve sur son île tout seul et qui depuis 35 ans croit que la Seconde Guerre mondiale continue et se cache en attendant évidemment de pouvoir reprendre les armes contre les Américains. Finalement, ça serait peut-être ça notre problème. C'est celui d'avoir trop adopté le point de vue du système judiciaire et de ne pas nous être rendu compte que finalement, la médiation procédait d'un discours dont les déclinaisons sont très nombreuses, bien au-delà de la sphère de la médiation, et que ce discours est dominant, et que la médiation, à ce moment-là, n'est qu'une tonalité parmi d'autres. Je n'ai pas le temps, je ne crois pas qu'il me reste 25 minutes, non. Donc je ne peux pas vous faire exactement la même intervention, mais sur le managérialisme, pour vous montrer que le managérialisme, en fait, finalement, avec la médiation, partage exactement la même vision du monde, pas les mêmes objectifs, mais en tout cas, ces 4 impératifs et cette conception de l'espace-temps. Et donc là, la question qui se pose aujourd'hui, finalement, c'est qui est le concurrent de la médiation? Est-ce que le concurrent de la médiation aujourd'hui, c'est le système judiciaire au sens classique, celui qui a été fondé à la suite de Beccarien et qui a fait les beaux jours du XIXe siècle, ou est-ce que c'est d'autres déclinaisons de la même idéologie, comme par exemple
le managérialisme, qui, par sa vision utilitaire, propose d'autres choses sur la base, je pense, d'une vision commune du monde. Et donc la question, c'est finalement de savoir à quoi sera en but la médiation pénale dans les années à venir, et il me semble que là où l'enjeu sera central, ce sera autour de ça, c'est-à-dire quel est le courant, quelle est la déclinaison de cette idéologie mobilitaire qui prendra le dessus et qui portera le projet de la justice de demain. Je vous remercie. Dankjewel, Christophe.